Alors, c'est aussi également un plaisir pour moi, en tant que Marocaine, résidant et travaillant en Mauritanie depuis plus de 10 ans, de participer à une manifestation organisée par l'équipe mauritanienne que je félicite et, et que je- et dont je me fais un honneur et un devoir de partager les activités professionnelles. Voilà. Alors, l'épilepsie est une affection chronique aux causes multiples et le radiologue doit avoir en tête un préalable que les neurologues maîtrisent parfaitement et les épidémiologistes également, à savoir que l'épilepsie est une affection de l'enfance, mais que chez le sujet âgé, elle est souvent le symptôme d'une autre pathologie. Il y a également son incidence élevée, qui en fait un problème de santé publique, puisque c'est la deuxième pathologie neurologique chronique après la migraine. Son diagnostic est difficile, et dans ces difficultés diagnostiques, il y a le problème de diagnostic différentiel fréquent avec les AIT chez le sujet âgé et avec les convulsions fébriles chez l'enfant. Étant une synchronisation anormale d'un groupe de neurones hyperexcitables, se présente soit sous forme d'un dysfonctionnement local, comme dans la crise focale, soit dans les crises généralisées, c'est un dysfonctionnement entre le thalamus et le cortex. Dans le cadre du... Alors, bonjour. Alors, le son est coupé. Il y avait tout à l'heure un écho, mais là, maintenant, il est coupé. On ne vous entend pas. Il faut activer un seul micro. Docteur Bourgsi, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez rétablir le son? alors l'IRM morphologique est devenu un outil indispensable de l'exploration de l'épilepsie. Elle a une grande sensibilité dans la détection des anomalies épileptogènes. Et ces résultats
sont optimisées par une bonne connaissance de la radioanatomie et par un protocole rigoureux. Ceci étant, elle va permettre de détecter une lésion structurelle pouvant sous-tendre l'épilepsie, comme le cavernome, une malformation localisée du cortex ou une sclérose hippocampique. Néanmoins, elle peut être non spécifique et peut ne pas objectiver les lésions dans quelques cas. Alors, cette technique, disons, c'est la séquence T1 en coupe sagittale, les séquences T2 et T2 flair axial, le T2 écho de gradient axial également, la T2 en haute résolution et le T1 volumique dans le plan coronal perpendiculaire aux hippocampes. On fera également une séquence de diffusion. Quant à l'injection de gadolinium, elle n'est pas systématique. Voilà l'orientation du plan coronal à pratiquer. Il doit être perpendiculaire au plan des cornes temporales, comme ceci. En effet, dans ce plan, on va s'intéresser de façon particulière au complexe amygdalo-hippocampique, que l'on va donc aborder dans le plan coronal oblique à l'hippocampe, comme ici, voilà. Mais également le plan axial parallèle à l'hippocampe et qui déroule en totalité l'hippocampe. Dans tous les cas, ces séquences vont nous apporter, grâce à la résolution spatiale et de contraste de la substance grise et de la substance blanche, les informations utiles pour normalité ou anomalie. Et alors, il faut également ajouter que les séquences pondérées T2 apportent en supplément une information en signal. Voilà. Alors, on va distinguer la séquence en T2, spin-écho, avec un seul écho. Elle permet de faire une étude comparative des deux hippocampes, mais également l'étude de l'ensemble du lobe temporal. Alors, on peut donc comparer les deux hippocampes, mais elle est limitée par l'effet de volume partiel de l'hippocampe, qui est petit, avec les espaces sous-arachnoïdiens périhippocampiques. Et pour les mêmes raisons, cette séquence T2, spin-écho, elle détecte mal l'œdème périlésionnel. Et c'est pour ça qu'elle est relayée par la séquence T2 inversion récupération, le flair, toujours dans le même plan coronal oblique, qui va annuler les images pièges dues au volume partiel sur l'hippocampe, et donc également de mieux étudier, de mieux évaluer l'œdème périlésionnel. La limite, c'est que les hippocampes sont en discret hypersignal physiologique. Alors, à ces séquences classiques sont venues s'ajouter de nouvelles séquences. En premier, la spectro-IRM. Alors, la spectro-IRM, c'est une analyse métabolique qui permet de détecter sous forme de spectre les signaux de résonance obtenus à partir de molécules situées dans les tissus ou les cellules. La spectro-IRM aide à délimiter le foyer épileptogène et elle est réalisée en particulier dans les épilepsies focales
pharmacorésistantes. Alors, dans le spectre, on va individualiser le pic du NAA, qui est celui des composants de la cellule du neurone, le pic de la choline, qui est le composant de la membrane de la cellule, et le pic de la créatinine, qui donne une information sur les capacités énergétiques du tissu examiné. Il y a également un pic des lipides qui informe plus ou moins sur le cycle de Krebs. Dans ces nouvelles séquences, il y a également l'IRM fonctionnel. Alors, c'est une IRM c'est une imagerie qui est indirecte de l'activité cérébrale et qui est fondée sur la détection des variations locales de flux et d'oxygénation du sang secondaire à l'activité neuronale. Alors, là aussi, cette imagerie permet de localiser le foyer épileptogène, surtout si l'IRM morphologique est normal. L'IRM fonctionnel permet, en particulier, dans ces cas, de faire une cartographie préopératoire des zones fonctionnelles. Voici, dans ce cas, un foyer, disons, très parlant, qui, disons, fera discuter l'opportunité de la chirurgie. Autre nouvelle séquence, l'IRM de perfusion. Alors là, l'imagerie, elle est obtenue par la mesure de l'apport d'oxygène et de nutriments au tissu grâce au débit sanguin cérébral. Alors, c'est une technique qui est semi-quantitative grâce à travers des courbes de débit sanguin comparant le tissu sain par rapport au foyer suspect. Cette IRM de perfusion permet de mettre en évidence des zones d'hypo ou d'hyperperfusion, comme ici dans ce cas, le foyer d'hyperperfusion en regard des foyers épileptogènes, et donc qui permet d'effectuer la cartographie préopératoire. Elle aide également à délimiter le foyer épileptique. Alors, grâce à ces différentes méthodes d'imagerie, on va passer à l'interprétation, et pour ce faire, il faudra une stratégie d'analyse rigoureuse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord étudier le cortex cérébral à la recherche de malformations de développement cortical. Pour ce faire, on va étudier la morphologie des gyris, des sillons, des espaces sous-arachnoïdiens. On va également étudier la morphologie et le signal de la substance blanche. Là, ici, on a un foyer anormal dans la substance blanche. On va apprécier l'épaisseur de la du cortex. Et on va étudier Madame, la
Madame, il y a des problèmes de son. Il y a des problèmes de son, si vous pouvez régler ça. Enfin, je crois que c'est la connexion. Alors, on a donc on va se retrouver confronté à des anomalies non spécifiques pour lesquelles il va falloir enrichir l'arsenal de l'imagerie. C'est également le cas quand on est devant des lésions non discordantes, soit parce que les anomalies sont contralatérales ou qu'elles sont topographiquement incompatibles. Et donc là, on aura intérêt à faire appel à des techniques complémentaires. Ça passe pas. Donc, au terme de ces, disons, règles techniques, quelles sont les pathologies, les étiologies que l'on va avoir à gérer? La plus fréquente, c'est bien sûr la sclérose de l'hippocampe. Alors, là, je ne vous apprends rien, la sclérose hippocampique est une déperdition neuronale qui affecte les champs hippocampiques. C'est la cause la plus fréquente. 65% des patients épileptiques sont porteurs d'une sclérose de l'hippocampe. Et le deuxième point, c'est qu'elle est caractérisée par sa pharmacorésistance, que l'atteinte est bilatérale et souvent asymétrique, et que dans 15% des cas, la sclérose hippocampique est associée à d'autres causes tumorales, vasculaires, malformatives. Alors, cette sclérose se définit par la destruction neuronale, en particulier au niveau des gyrus dentatus et les cornes d'amont, ici. Cette destruction s'accompagne d'une réactivation gliale et une atrophie hippocampique. Alors, la dégénérescence neuronale va entraîner une réorganisation synaptique et la formation de boucles excitatrices qui sont hautement épileptogènes, ce qui est source de convulsions répétitives. Mario? Alors, il faut ajouter également que dans la sclérose de l'hippocampe, les lésions sont souvent diffuses. En termes d'imagerie, quel est l'apport de l'IRM? Eh bien, c'est d'abord d'apprécier la diminution de volume, le volume de l'hippocampe pathologique par rapport au côté opposé. Diminution de volume. Diminution de volume. Mais également la modification de son signal. Dans le foyer de sclérose hippocampique est hyper intense et, comme on l'a dit tout à l'heure, la séquence en flair T2 gère très bien la reconnaissance de l'hypersignal pathologique de la sclérose hippocampique. Voilà. Si vous comparez un T2 et un T2 écho de gradient, chez le même patient, regardez le signal qui est beaucoup plus éloquent sur la séquence T2 flair. Alors, chemin faisant, cette coupe nous montre que du côté de la sclérose hippocampique, la corne temporale est un peu plus large. Il en est de même pour le ventricule. Et vous voyez ici que le pilier du trigone, le pilier du fornix, est beaucoup plus atrophique du côté de la sclérose hippocampique. C'est un des signes accompagnateurs qui appuie la notion de sclérose hippocampique.
Alors, après la sclérose hippocampique, il y a les malformations corticales dans lesquelles on va distinguer tout d'abord les anomalies de génération. Et en premier, l'agérie. Alors, l'agérie, c'est la lysencéphalie, où la surface cérébrale est lisse, sans, regardez, par rapport à ce cortex, le cortex est lisse, sa surface est lisse, il est épais, il n'y a pas d'indentation, comme ici, il n'y a pas d'indentation de substance blanche, et de ce fait, la substance blanche est d'épaisseur réduite, au profit du cortex épais. La pachygyrie, c'est également une malformation corticale dans laquelle le ruban cortical est épais avec de rares sillons. Ici, c'est un cas en TDM, où vous voyez le cortex qui est épais et les sillons qui sont rares. Donc, ça en scanner. Ici, un cas en IRM. On retrouve l'épaississement cortical, la raréfaction des sillons dans le cadre donc, de cette pachygyrie. La polymicrogyrie, également, est une autre type de malformation où les gyries sont petits, nombreux, mais les sillons sont absents. Là, Pardon, on ne vous entend pas. On ne nous entend plus. c'est bon? Alors, en IRM, la polymicrogyrie, vous voyez, les petits, disons, les petites formations corticales qui sont épaisses. Il y a, les sillons sont rares si vous comparez avec le reste du tissu normal. Et du fait de la petite dimension du cortex pathologique, les indentations de substances blanches sont très petites. La schizencéphalie, autre type de malformation, elle est plus rare. Alors, il s'agit d'une fente transcérébrale de cortex qui peut être unie ou bilatérale, qui peut être ouverte à la paroi du ventricule ou fermée. Dans la schizencéphalie, il s'agit souvent d'épilepsie partielle je vous ai dit, mon pied. Sinon, je vais me débrouiller. C'est parti. On ne vous voit plus, on ne vous entend plus.
Je vais plus vite. Je vais plus vite. Non, ça va. Non, parce que là, il y a, il y en a encore. Quoi, d'un peu plus vite, Ça, la sclérose hypocampique, c'est très important. Donc, il fallait donner le temps. Vas-y, vas-y. Non, je cherche je dois remettre les liens. Les liens. N'oubliez pas ça. Effectivement. Moustapha, excusez-nous, on a juste un problème de connexion là qui est instable. On essaie de se rétablir assez rapidement. Ok. Moustapha, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Voilà, on a un problème de connexion qui est instable là. Donc, Oui. ça va repartir. Et toutes nos excuses. Cette conversation va être enregistrée. Donc, je vais enchaîner un peu plus rapidement. Alors, la schizencéphalie, elle peut être à lèvres ouvertes, communiquant avec les cavités ventriculaires, ou fermée au contact disons, de la paroi du ventricule sans être en communication directe. Là, vous avez le cas d'une schizencéphalie fermée chez un patient de 27 ans. Alors, après les malformations du cortex, il y a l'hétérotopie de la substance grise. Alors, il s'agit d'anomalies de la migration neuronale sous forme d'îlots ectopiques de substance grise. Alors, ces îlots ectopiques sont soit nodulaires, sous-corticaux ou sous-épindymaires, le long des ventricules latéraux, comme c'est le cas ici. Nodulaire, sous-épindymaire. On peut avoir également des hétérotopies en bande qui vont réaliser une bande de substance grise sous-corticale séparée du cortex par une bande de substance blanche. Et donc, ça va réaliser un aspect de double cortex. Voilà, la bande d'hétérotopie par rapport au cortex normal, dont elle est séparée par de la substance grise, de la substance blanche. Et donc, ça nous donne cet aspect de double cortex. Dans ce cas, il s'agissait d'un patient de 16 ans, épileptique connu, et qui avait un retard mental. La dysplasie corticale focalisée, alors là, il s'agit d'anomalies de l'architecture corticale regroupant des neurones géants et des cellules gliales ballonisées. Le tout va entraîner un épaississement du cortex et une mauvaise différenciation entre substance grise et substance blanche. Vous voyez ici le cortex qui est hyper intense, comme la substance blanche adjacente qui est également hyper intense. Dans la dysplasie corticale, il n'y a pas de calcification et il n'y a pas de prise de contraste. Alors, vous pouvez suivre ici le foyer de dysplasie corticale qui réalise une trace transcérébrale entre le cortex et le ventricule épaissi et avec la dédifférenciation. Vous voyez la dédifférenciation, substance blanche, substance grise.
Le son est encore parti. Cette hémimégancéphalie s'accompagne de malformations corticales du même côté. Regardez ici le cortex épais lissé. Et il s'agit dans ces cas-là d'enfants présentant un retard mental et une épilepsie sévère, réfractaire, avec déficit moteur. Voilà un autre cas ici. On va passer rapidement sur les autres malformations, type agénésie du corps calleux, malformation de Dandy-Walker et kyste arachnoïdien, là aussi, qui s'accompagnent d'épilepsie. Et on va passer aux causes tumorales. Les causes tumorales d'épilepsie représentent 10 à 15% des épilepsies de l'adulte. Et en premier, l'oligodendrogliome, qui est une tumeur gliale du grade 2, dont l'âge dans lequel l'épilepsie débute au-delà de 18 ans, en moyenne vers les 35 ans, et les deux sièges frontal ou frontotemporal. La lésion est hétérogène avec des calcifications et il n'y a pas de prise de contraste. Voilà ici un exemple d'oligodendrogliome de bas grade chez un épileptique. Vous voyez l'aspect hyper intense discret avec la dédifférenciation cortex et substance blanche en son sein. Également, après injection, vous notez que la lésion ne prend pas le contraste. Les tumeurs dysembryoplasmiques neuroépithéliales sont également pourvoyeuses d'épilepsie. Cette épilepsie, les crises commencent à plus jeunes, moins de 20 ans, et il n'y a pas de déficit neurologique chez ces patients. Alors, les lésions, il s'agit de lésions qui sont solides, généralement iso ou hypointense en T1, hyperintense en T2, prenant le contraste de façon modérée. Parfois, il existe une composante kystique, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'œdème et il n'y a pas d'effet de masse. Enfin, dans les localisations cortico-sous-corticales, le processus occupant souffle l'os en regard et donne une empreinte aux dépens de l'os. Dans le cadre des tumeurs, il y a également l'astrocytome. Alors l'astrocytome, qui est une tumeur bénigne de bas grade, qui peut être pilocytique ou diffus, qui est bien millimitée avec une portion kystique, hypointense en T1, hyperintense en T2, là c'est un flair, hyperintense en T2. La prise de contraste est minime ou absente et on peut trouver des calcifications de temps en temps. Là, vous avez un exemple d'astrocytome kystique chez une patiente de 38 ans qui avait une épilepsie partielle, nocturne, motrice, temporale droite. Passons aux malformations vasculaires. Et le cavernome est le plus pourvoyeur d'épilepsie. D'ailleurs, c'est la malformation vasculaire la plus fréquente. Elle est, disons, on la découvre entre l'âge de 30 et 50 ans. Elle est très épileptogène. La lésion peut être iso ou hyper dense en TDM. Et elle peut contenir des calcifications et dans tous les cas, c'est une lésion qui est très haussée. Alors, il faut ajouter qu'en IRM, la séquence écho de gradient va montrer l'hémosidérine sous forme d'hyposignal, comme ici. Les malformations artério-veineuses,
l'IRM ou l'imagerie va identifier le nidus qui est alimenté par des artères efférentes et drainé par des veines efférentes. Ce nidus est composé de zones serpigineuses qui sont vides de signal, voilà en T1, également en T2. Le nidus se rehausse après injection, ici, rehaussement du nidus après injection. Et il faut ajouter que la séquence angio-RM artérielle et veineuse sont très importantes pour faire la cartographie des afférences artérielles et du drainage veineux profond ou superficiel, comme ici. Alors, dans ce cas-là, nous sommes devant un patient de 45 ans qui avait une épilepsie partielle avec des céphalies à type de d'hémicranie droite. Et l'IRM met en évidence une volumineuse malformation artério-veineuse complexe nourrie par l'artère sylvienne droite, comme vous le voyez. Passons aux causes infectieuses. Alors, toutes les infections du système nerveux, méningite, encéphalite, abcès, peuvent être pourvoyeuses de crise, quel que soit l'âge. Ici, vous avez l'exemple d'un patient qui avait bénéficié d'une néphrectomie pour tuberculose rénale et qui a présenté une épilepsie partielle. L'imagerie montre des lésions corticales hypointenses en T1, également en T2, et qui sont rehaussées en périphérie et qui étaient en rapport avec des tuberculomes. Dans le cadre des infections, là vous avez un exemple de kyste hydatique où la lésion est bien limitée, de signal liquidien, elle va comprimer le cortex, également exercer un effet de masse sur les structures ventriculaires et la ligne médiane. Dans le cadre des lésions, dans les étiologies, on a les lésions séquelaires et en premier la gliose. Alors la gliose peut être post-traumatique, post-infectieuse, post-inflammatoire, post-ischémique ou post-anoxique chez l'enfant. Alors ici, vous avez l'exemple d'une hémiatrophie cérébrale avec gliose occipitale et frontale du même côté, homolatéral, c'est dans le cadre de séquelles d'encéphalite chez une patiente de 17 ans qui cliniquement présentait une épilepsie et une hémiplégie. Dans le cadre des lésions séquelaires, la porencéphalie. Alors, c'est une cavité intracérébrale circonscrite de taille variable qui est hypointense en T1, hyperintense en T2 et qui est délimitée par de la gliose périlésionnelle. Alors, après les lésions séquelaires, on va passer aux phacomatoses et essentiellement la sclérose tubereuse de Bourneville. C'est une maladie autosomique dominante qui est de faible incidence. Elle comprend des tubères subépindimaires ou corticaux. Là. On a également deuxièmement des lésions dans la substance blanche qui sont composées d'un amas de cellules hétérotopiques ayant le même signal que la substance grise, ici, et qui sont entourées par de la gliose. La gliose étant en hypersignal T2 en IRM.
Dans les phacomatoses, le syndrome de Sturge-Weber est également pourvoyeur d'épilepsie. Alors, c'est une maladie congénitale sporadique qui associe un angiome leptoméningé très épileptogène, un angiome choroïdien et un angiome de plan cutané. Alors, dans le Sturge-Weber, l'épilepsie est rencontrée dans 75 à 90%. Passons aux causes métaboliques. Alors, celle que l'on connaissait très bien, c'est d'abord la maladie de Farr, qui peut être soit sporadique, soit familiale, qui est secondaire à l'hypoparathyroïdie ou un trouble du métabolisme phosphocalcique, mais elle peut être également idiopathique. Alors, on va retrouver des calcifications des noyaux gris centraux et des noyaux dentelés qui sont hyper intenses en T1. Là, vous avez les calcifications des noyaux gris centraux et des calcifications des noyaux dentelés en sous-tentoriel. Alors, dans ce cas-là, regardez, on a les calcifications de la maladie de Farr, mais vous avez également un méningiome du jugum. Alors, l'épilepsie, elle est due à quoi? Au méningiome ou à la maladie de Farr? La question est posée. Dans les causes métaboliques, l'imagerie s'est enrichie d'une meilleure connaissance des affections neurométaboliques. Et on reconnaît des épilepsies imputables à des mitochondriopathies ou bien les lysomopathies ou peroxymosomopathie, c'est-à-dire que ce qui est impliqué, ce sont des petits des organelles intracellulaires qui sont responsables, lorsqu'il y a un déficit enzymatique en leur sein, qui sont responsables d'épilepsie. Et souvent, l'IRM morphologique est tout à fait normal. C'est la spectro-RM qui permet disons, de rapporter le tableau d'épilepsie ou la maladie épileptique aux anomalies métaboliques. Le son est parti. Il est reparti. On va conclure comme au terme de cet exposé en disant que l'IRM morphologique a beaucoup aidé dans la prise en charge de l'épilepsie, mais qu'il y a des limites quand les anomalies ne sont pas spécifiques ou quand les lésions ne sont pas concordantes, par exemple quand les anomalies sont contralatérales ou topographiquement incompatibles. Et dans ces cas-là, on va passer la main à des techniques plus évoluées, des techniques complémentaires comme la spectro-RM, l'imagerie fonctionnelle et l'imagerie de perfusion. Dans cet esprit, il y a la question de coût-efficacité qui est posée. Il faut en effet pouvoir déterminer le rôle pathogène principal ou exclusif des lésions détectées par ces nouvelles méthodes d'imagerie.
l'exemple est ce cas de crise épileptique chez un sujet de 55 ans, chez qui l'IRM morphologique a mis en évidence un foyer, comme vous le voyez, je ne vais pas le rappeler. L'IRM de perfusion a identifié un foyer d'hyperfonctionnement. Alors, vous voyez qu'on a la courbe d'hyperfusion et l'image de la perfusion. La spectro-RM montre dans ce cas-là que le LAA est affaissé. Au contraire, la choline est très élevée, il y a un pic très élevé de choline. L'ensemble des données morphologiques, perfusion et spectro-RM ont permis d'évoquer un gliome de haut grade. Et donc, ça va avoir des répercussions sur le schéma thérapeutique à suivre. Dans la conclusion, on va également dire que ces nouvelles techniques d'imagerie, bon, bien qu'elles coûtent cher, qu'elles ne soient pas disponibles partout, elles ont quand même le mérite de prendre en charge les cas d'épilepsie partielle, pharmaco-résistante au point qu'elles sont invalidantes. Et ces techniques d'imagerie vont permettre d'identifier avec certitude le foyer épileptique. On a donné l'exemple ici de l'IRM fonctionnel et de l'IRM de perfusion. Je vous remercie.